Bonjour, Raphaël. Ça va être très, très sympathique, c'est-à-dire que j'ai tenu à venir ici et vous êtes doublement punis, c'est-à-dire c'est très difficile d'arriver à vous. Et je crois que c'est un écrivain, c'est William Burroughs qui avait dit quelque chose, qui trouvait que la drogue était un produit incroyable puisque c'est l'acheteur qui doit trouver le vendeur. Et le vendeur ne vend pas la drogue. Et le dealer ne vend pas la drogue au drogué, il vend le drogué à la drogue. Et je crois que c'est une très belle définition pour la littérature. Tout à fait, absolument. Ça correspond en fait au choix des livres qu'on fait aussi. Puis quand le drogué en question vient voir un libraire qui est en quelque sorte son pusher de drogue, et en plus avec les travaux ici, il faut vraiment qu'il ait envie de venir se chercher un livre. Donc c'est effectivement une très belle définition. Oui, et la deuxième partie de la définition est aussi très belle. Ça veut dire que l'idée de la librairie, ce n'est pas de vendre un livre, mais c'est de donner le goût de lire. Oui, tout à fait, parce que c'est justement, souvent les gens viennent nous voir en ne sachant pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont envie de lire, s'ils ont envie de lire, des fois même, puis en fait après, ben, c'est de leur dire, bon, c'est ce qu'on a aimé et voici ce qu'on vous recommande et voici comment vous pourriez aimer la littérature à ce niveau-là, et de commencer aussi avec les jeunes. Dans le quartier ici, c'est un quartier qui est très familial. Donc, de pouvoir le faire avec des enfants à bas âge en plus. On est dans des zones extrêmement dangereuses, c'est vrai, il faut donner ça aux enfants. C'est interdit pour la drogue, mais ce n'est pas interdit pour la lecture. Non, c'est exactement. Il y a un très beau livre de Valérie Larbaud dont le titre est « Ce vice impuni », la lecture, ce vice impuni. C'est exactement ça. Je me souviens de ma mère qui n'acceptait rien sauf le fait que je sois en train de lire. Ah oui, quand même, donc voilà. C'était ma technique pour ne pas avoir à faire ma chambre. Du moment que je suis en train de lire, tout est permis. Tout est permis, vous aviez le droit. Ah oui, et c'est magnifique. Si on passe à une métaphore du théâtre, hein, il y a quelque chose dans le théâtre, on raconte toujours cette histoire. Une comédienne, ou une apprentie comédienne, quelqu'un qui voudrait jouer, qui voudrait passer une audition, qui se fait accompagner par une amie, et c'est l'amie qui a le rôle finalement. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui entrent dans la librairie, mais ils n'étaient pas venus pour eux, mais finalement, ils finissent par trouver un livre et par aimer la lecture. Ils étaient venus pour acheter pour quelqu'un d'autre. Effectivement, je pense que c'est la passion à travers les libraires, à travers ce qu'on lit, la façon de ce qu'on dégage, qui fait que oui, ça arrive régulièrement que je viens pour ma soeur, pour mon frère, et mais je vais peut-être le prendre pour moi, ou selon... Donc, il y a quelque chose qui n'est pas à l'intérieur du livre. Puisque généralement, pour acheter un livre, il ne faut pas l'avoir lu. Alors, comment fait le libraire pour donner ce goût de quelque chose qui n'a pas été consommé, le plaisir d'avant? Effectivement, c'est que le libraire a ce plaisir-là aussi de lire et a une passion, parce que je pense qu'on est libraire par passion, là, même si on a des études dans toutes sortes de domaines, on est libraire par passion. Et si on arrive à faire transmettre notre passion, peu importe le type, qu'on arrive aussi il y a une écoute. C'est une écoute, il faut avoir une ouverture aux gens et on arrive à trouver un endroit dans lequel ils aimeraient être, ils aimeraient presque danser avec le livre. Mais à ce moment-là, on arrive à trouver, à avoir un lien avec un livre en particulier ou avec un type de littérature. Il y a une autre métaphore, je suis dans les métaphores aujourd'hui, celle de notre saison qui est liée à la pandémie. On a beaucoup dit avec raison de l'importance du milieu médical, des infirmières, des infirmiers, des médecins, des aides, des soignants qui étaient en première ligne. On a tardé à signaler la librairie comme quelque chose qui est en première ligne aussi du combat. Et je me souviens de deux choses. Je me souviens que lors du tremblement de terre, et j'ai
été contacté par les gens de la bibliothèque internationale, genre les Médecins sans frontières, Bibliothèque sans frontières. Ils m'avaient dit, est-ce que c'est séant d'envoyer des livres et de parler de livres pendant que les Haïtiens sont pris sous les tentes? Et je lui avais dit, c'est fondamental, ce n'est pas séant, c'est fondamental. C'est une vraie nourriture. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai travaillé plus d'une dizaine d'années, principalement en Afrique de l'Ouest, et donc avec des populations déplacées, des populations qui connaissaient l'insécurité de plus en plus, là, si on parle du Mali, du Burkina Faso, et d'amener des livres, c'était magnifique. D'amener des livres, de leur donner l'opportunité de lire. Donc, à chaque fois que je revenais ici, je mettais une pile de livres dans mes bagages. Beaucoup pour les enfants aussi, parce que ici, on a la chance d'avoir une culture où, dès le bas âge, on commence à lire. Donc, j'ai amené beaucoup de romans québécois, de trucs que je pouvais faire. Et oui, c'est dans ces situations-là de crise, la littérature aide. Et puis c'est concret, c'est comestible, parce que je me souviens quand j'étais enfant, et en Haïti, enfin, dans les milieux tout à fait normaux, on n'a pas de dessert. Et pourtant, on a beaucoup de fruits, beaucoup, toutes sortes de choses intéressantes, mais on ne le comprend pas comme dessert. Alors, on mange, et puis peut-être en Afrique, et puis on se lève. Oui, c'est ça. Bon. Et pour le dessert, j'avais choisi quelques écrivains. Il y a dans la comtesse de Ségur, il y avait des trucs, des marrons glacés, il y avait des glaces dans le clan des 7 ou le club des 5. Il décrivait des desserts et je m'en allais prendre mon dessert dans les livres. Oui, ben, et puis je pense que ces descriptions dans ces livres-là, c'est souvent des livres, moi, qui me touchent beaucoup, autant dans les auteurs espagnols, beaucoup, mais dernièrement, le dernier de Marc Séguin, c'est des descriptifs. C'est comme si c'était une peinture qu'on lit. Donc, à ce moment-là, on est avec le client qui mange son dessert, on est avec tout le monde dans le village ou quoi que ce soit, oui. Oui, j'aurais parlé de vos pérégrinations en Afrique et vous aviez cet auteur. Oui, c'est ça. Donc, Akwek Emezi. En fait, cette année, il y a plusieurs livres du Nigeria qui sont sortis et qui parlent de la cosmologie Igbo, qui est, bon, justement, avec des esprits qu'il y a dans la culture au Nigeria. Et ce livre-là, c'est presque une chorale à trois voix sur l'identité, sur la quête, même de la sexualité, de la personne, de qui on est. Et c'est écrit de façon magnifique. Les esprits qui hantent les personnages sont vraiment des personnages en soi. Et ça nous fait en même temps comprendre cette culture-là. Donc, vous aimez bien rentrer dans une culture nouvelle et tout à fait. Vous avez un auteur que je trouve toujours intéressant aussi. Oui, Ravi Age. Moi, je pense que depuis le début qu'il a commencé à publier, j'ai tout apprécié. Il a un humour particulier et c'est son œuvre qui est le plus, entre guillemets, autobiographique. Bon, elle se passe en Syrie, mais il y a presque un côté des films d'Emir Kusturica. Ah, okay, donc, oui. cette espèce de vraisemblance qu'on se demande. Qui le rattache au sud-américain aussi, oui, exactement. En plus frappant. En plus frappant, donc on est dans un cimetière avec des gens qui travaillent dans un cimetière, mais il y a toujours cette pointe d'humour malgré le sujet dont on parle. Oui, mais le titre de cette petite rencontre est très apéritive, simplement pour être dans une librairie et montrer qu'il faut franchir la porte de la librairie que je fais en ce moment et m'avait rappelé pour faire une comparaison audacieuse et ambitieuse et cette énergie que j'avais lue quand Gide s'était mise en tête de traverser la France pour faire lire Dostoïevski. C'est Gide qui a fait connaître Dostoïevski en France. J'aime beaucoup ce genre de bâton de pèlerin et d'aller voir. Le titre, c'est des livres et d'autres livres que les miens. Mais quand même, et je vois que je suis choisi aussi. Oui, aussi. Le fait on a plusieurs libraires, en fait, on est 7 libraires et on a tous des lectures différentes, on a tous quelque chose qu'on aime différemment, donc ça nous permet justement d'avoir une belle diversité aussi dans nos choix et d'avoir de
parler avec les clients de nos coups de cœur aussi. Mais je profite pour dire quelque chose que je trouve important. On fait beaucoup de choix de libraires. Les critiques dans les journaux parlent et distinguent des livres particuliers, mais nous savons très bien que tous les livres qui rentrent ici sont reçus et que vous les avez hébergés et vous les aimez, vous sentez la sueur, la force, l'énergie, l'angoisse qu'il y a dans chaque livre. Et donc, le choix, et ça dit un choix, peut-être un choix du moment aussi, un choix de nos humeurs, mais ça ne veut pas dire que les autres livres sont laissés. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent les prendre, même un livre sur la course automobile. Et du moment qu'il y a un client qui rentre et qu'il choisit, et c'est un élu, et que vous avez permis qu'il rentre chez vous. Oui, exactement, parce que bon, il y en a tellement des livres, on en reçoit tellement, donc on ne peut pas tous les lire, mais si on peut avoir une librairie justement qui est ouverte à tous et que tous peuvent trouver que ce soit le sujet qu'ils veulent, mais qui viennent ici et qui savent qu'ils peuvent avoir ce sujet-là, ben, je pense qu'on le pari est gagné à ce moment-là. Vous savez, ce livre, L'exil, le voyage, je l'ai écrit, et je tiens à le dire ici parce qu'il ne s'agit pas du livre, mais de l'idée du livre, parce que j'avais remarqué qu'on avait toujours un ton pleurnichard quand on parlait d'exil, et qu'il s'agit quand même de notre vie. C'est un peu comme si on se met à pleurnicher constamment sur l'hiver, on perd 6 mois de son année. Ce qui veut dire que tous les gens qui n'aiment totalement pas l'hiver, s'ils ont 50 ans, en fait, ils ont vécu 25 ans. Et qu'à un moment donné, il faut prendre la décision d'aller ailleurs, ou de l'aimer, mais on ne peut pas, en tout consentement, accepter que dès que novembre arrive, qu'on voudrait qu'on soit en juin. Il y a quelque chose de notre vie qu'on ne peut pas sauter les mois et vouloir même, si c'était possible de sauter les mois, eh bien pour moi c'était cela. Il s'agit quand même de ma vie. Je ne peux pas me plaindre du dictateur qui m'avait envoyé en exil constamment, me référer à lui alors que parfois il est mort dans son lit. Donc je voulais prendre en main et signaler que notre joie est fondamentale. Quand on est content, il ne faut pas minimiser la chose et il ne faut pas la jouer trop bas et il ne faut pas mettre trop en épingle aussi nos douleurs. D'où ce titre, Entre l'exil et le voyage. Moi, j'ai choisi Le Voyage, qui est un très joli vers de Pablo Neruda. Il dit entre vivre et mourir, je préfère la guitare. Ah oui, j'adore. Oui, j'avais déjà entendu, oui. Oui, donc on a toujours le choix d'une troisième proposition. Oui, effectivement. Puis, j'aime beaucoup cette référence de l'exil et le voyage et de se retrouver quelque part et de dire justement, j'ai un autre choix et je peux faire cet autre choix-là qui me rend heureux. Je suis libraire à la librairie Raffin sur la Plaza Saint-Hubert et je vais vous lire un extrait de Eau douce de Akwe Emezi. C'est une auteure nigériane. Le python engloutira toute chose. Nous. En fin de compte, tout cela n'est qu'une litanie de la folie, ses couleurs, le bruit qu'elle fait dans les nuits lourdes, ce gazouillis sur l'épaule du matin. Imaginez qu'il y a en vous des brèves aliénations, pas seulement celles qui ont fleuri à mesure que vous deveniez des versions plus grandes, plus corrompues de vous-même, mais celles avec lesquelles vous avez vu le jour, nichées derrière votre foi. Nous, par exemple, nous n'avons pas traversé sans rien. Avec la puissance qui est la nôtre, nous avons entraîné d'autres choses dans notre sillage. Un pacte, des fragments d'os, un morceau de rochinier, un bout de veloutine usé, une bande de peau humaine pour attacher le tout. Cet objet composite s'appela Ilwe Ouya, le serment du monde. C'est une promesse faite quand nous étions libres et que nous flottions avant de pénétrer dans l'Ada. Le serment affirme que nous reviendrons, que nous ne resterons pas dans ce monde, que nous sommes fidèles à l'autre côté. Quand des esprits comme nous sont placés dans la chair, ce serment devient un véritable objet, un objet qui fonctionne comme une passerelle.